bienvenue dans Au Remue l'actu, édition de ce 5 septembre 2022, jour de rentrée scolaire dans la plupart des capitales africaines. Et bien évidemment, après le week-end, nous effectuons également notre rentrée sur ce plateau. Quand je parle de nous, c'est bien sûr Mouto, à qui je dis bonjour. Bonjour Kwaka, bonjour nombreux téléspectateurs, auditeurs et internautes de For You Télévision. Nous sommes heureux d'être avec vous ce matin pour partager, pour remuer l'actualité de tout le continent africain et excellent début de rentrée scolaire, à tous nos élèves africains. Eh ben voilà. Et vous, comment ça va ce jour? Le week-end il a été, il s'est bien passé, j'imagine, on espère. Bon, j'ai été trempée par la pluie à raison de moi hier, donc le week-end n'a vraiment pas été comme il fallait, mais par la grâce de Dieu, nous sommes là ce matin. Nous sommes là ce matin. Elle est également là ce matin. Elle, c'est Kwetu. Kwetu, bonjour. Bonjour, Pacat, bonjour également à nos nombreux téléspectateurs, bonjour à Mouto, voilà, malgré qu'elle se soit trempée, et bien bonjour à tous ceux qui sont trempés également ce matin pour allier les différents lieux de service. On en profite bien sûr pour saluer tous ces parents de par les capitales africaines, comme tu le faisais savoir, qui vivent peut-être la rentrée scolaire aujourd'hui. Eh bien le bonjour donc à vous tous et surtout bon début de semaine. Et ben voilà, merci à vous ma chère Kwetu. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comme vous le savez très bien, c'est une balade télévisuelle et oui également en simultané sur la radio, For You Radio 96.3 FM à Douala au Cameroun, bien évidemment, au cours de laquelle nous faisons des escales à travers l'image du jour, à travers les unes du jour, l'info du jour sera également de la partie les buzz du jour, également au rendez-vous. Mais tout de suite, voici ce qu'on appelle le sujet du jour. Le sujet du jour qui nous conduit tout droit du côté du Tchad. N'Djamena au Tchad, bien évidemment, vous connaissez la chanson. N'Djamena et N'Djamena. Vous connaissez la chanson, mesdames? Oui, vous connaissez la chanson. Ça, c'est clair. Et surtout, Kwetu. Kwetu est déjà allé à N'Djamena? Non. Au Tchad, ça vous dirait d'y aller? Un de ces quatre? Après Dakar au Sénégal. Après Dakar au Sénégal. Moi après Abidjan, Côte d'Ivoire. Après Abidjan, Côte d'Ivoire. Et ben voilà. C'est pas dire qu'on n'aime pas N'Djamena. Bien bonjour à vous d'ailleurs. Voilà, bonjour à tous ceux qui nous regardent depuis N'Djamena. On aura dans un instant, bien évidemment, quelqu'un depuis N'Djamena. On parle donc de N'Djamena au Tchad, avec notamment le grand dialogue national inclusif qui bat son plan. Il y a eu suspension avant le week-end. Il y a eu pas mal de faits relevés de ce côté-là. On en parle ce matin notamment. Le dialogue national inclusif est donc souvent la perception de l'opposition sénégalaise quant à ce grand dialogue et aussi quant aux nombreuses arrestations qui ont émaillé ce grand dialogue au cours de ce week-end. Au Tchad, le dialogue national inclusif était suspendu le week-end dernier et programmé pour reprendre ce lundi dans un contexte de siège du parti d'opposition Les Transformateurs, encerclé par les forces de l'ordre depuis jeudi jusqu'à la levée hier dimanche soir. Le parti des Transformateurs, qui boycotte le dialogue national inclusif et propose le fameux dialogue du peuple, entendait organiser samedi un meeting, mais en a été empêché. Plusieurs centaines de militants avaient été interpellés et emprisonnés depuis jeudi pour certains. Djibril Bassolé, facilitateur pour le compte du Qatar, sera le seul à accéder au siège des Transformateurs depuis vendredi, date à laquelle la police bloquera les accès au bâtiment. Samedi soir, l'ancien ministre burkinabé des Affaires étrangères échangera avec le leader de ce parti d'opposition, Success Masra, qui réaffirmera que la levée du blocus et la libération sans condition de ces militants emprisonnés restent les préalables avant toute discussion. C'est dans ce climat de tension qu'à travers une déclaration diffusée samedi soir, les représentants de l'Église catholique, par la voix de l'évêque Wenge Bani Martin, annonceront qu'ils suspendent leur participation au dialogue, qui n'en est pas un d'après eux, car ayant des allures et des relents de campagne électorale. Les associations de défense des droits de l'homme poseront aussi un ultimatum. Si l'armée ne lève pas son siège autour des locaux des Transformateurs, elles ne seront pas présentes à la reprise du dialogue prévu ce lundi. À l'échelle africaine, cette situation aura retenu l'attention de figures politiques importantes, notamment au Sénégal, où Ousmane Sonko dénoncera ce qu'il appelle
la panique des autorités de transition militaire installées par la France sous le silence complice, dit-il, de l'Union africaine. Des autorités irritées de voir le succès du dialogue du peuple, initié par Success Masra, soit plus populaire que le grand dialogue national snobé, dit-il encore, par la majorité du peuple. Ousmane Sonko, qui ira plus loin en réclamant la cessation des exactions, la libération des détenus politiques et la levée du blocus contre Success Masra et ses camarades. Des appels qui, semble-t-il, auront trouvé un écho favorable auprès du président Mahamat Déby Itno, car après des heures d'échange hier, dimanche, entre le ministre d'État, conseiller du président de la République, Abakar Manani, et le président des transformateurs, Success Masra, ainsi que certains de ses collaborateurs, il a été convenu de la levée du siège du parti Les Transformateurs, intervenu hier soir dimanche, et la libération de ceux qui ont été interpellés et emprisonnés dans les heures qui suivent, certainement aujourd'hui, ce lundi. Et on fait donc le point de la situation en N'Djamena ce matin avec Georges Henri Aladim, qui est le porte-parole des transformateurs et conseiller du président Success Masra. Et puis M. Noubissouafo sera également de la partie pour analyser cette situation du côté du Tchad. Est-ce que les appels à l'international sur le continent africain auront pesé de tout leur poids pour qu'on en arrive à cette situation aujourd'hui, la libération des prisonniers, donc des militants du parti Les Transformateurs, et la levée du siège hier soir du côté de N'Djamena, donc la levée du siège du parti Les Transformateurs, a siégé depuis pratiquement jeudi matin. Voilà, ils annonçaient une manifestation, une mobilisation samedi, comme c'est le cas depuis quelques semaines, dans ce qu'ils appelaient le dialogue du peuple, une alternative au grand dialogue national inclusif décidé par les autorités. Alors, mesdames, sur ce plateau, réaction à chaud après cette nouvelle, parce que, justement, c'est tombé hier soir, on a décidé de la levée du siège du parti des transformateurs. C'est un bon signe, l'apaisement. C'est bien ce ses opposants réclamaient, notamment la libération, je crois, des 91 militants des partis d'opposition. Ça faisait en tout près de 271. Ouais, il y a eu plusieurs vagues d'arrestation et on était à pratiquement 271. Voilà. Et le siège de Success Masra qui a été libéré, c'est bien ce qui... 270, quand même. Voilà, effectivement, la libération de tous ces militants, là, c'est bien ce qu'ils réclamaient. Ça prouve que... Bon, je ne vais pas dire que je n'ai pas fait assez de recherches pour savoir si le président du Présidium a convaincu ces personnes dont il était censé. Donc maintenant, ce qu'il réclamait a été fait, la libération de toutes ces personnes arrêtées. Et puis on espère que le dialogue va se poursuivre dans de très belles conditions. Alors, Petit, le regard et surtout l'implication, entre guillemets, la réaction, la sortie de Ousmane Sonko, c'est que c'est l'opposant le plus sérieux, le plus, on va dire, emblématique, actuellement du côté du Sénégal. Sa parole, sa voix compte, désormais en Afrique également. Ousmane Sonko qui décrit cette situation, c'est vrai qu'on a décidé de la levée du siège du parti des transformateurs, et également dans les prochaines heures, on va assister aux libérations de ces différents prisonniers. Comment est-ce que vous avez jugé la sortie de Ousmane Sonko? Alors, Ousmane Sonko, plus qu'un leader d'opposition au Sénégal, de par ses sorties, on peut peut-être s'avancer à dire que désormais il s'en serait comme un leader panafricain. Il y a clairement dans sa démarche une volonté plus globale qui va au-delà des frontières du Sénégal. Il n'y a qu'à voir ô combien il s'intéresse à tout, les conflits et autres situations assez délétères dans les pays voisins et même un peu plus large, puisque le Tchad aujourd'hui c'est en Afrique centrale. Donc une démarche salutaire, puisqu'on peut quand même voir de par ses combats, de par ses promesses même de campagne, s'il est élu français, qu'il y a clairement une volonté d'une libération plus large du peuple africain. Voilà, donc qu'il s'intéresse aujourd'hui à ce qui se passe au Tchad et qu'il se soit intéressé quelques mois plus tôt, quelques jours même plus tôt, à ce qui se passe du côté du Mali,
n'est pas du tout surprenant. N'est pas du tout surprenant. Pour moi, ça va dans la logique du combat qui est le sien, et vivement que ce combat puisse trouver une issue favorable, ou du moins que ça s'inscrive également dans ce que d'autres sont en train de mener comme combat. Alors, lui parle de panique. Il n'a pas de panique des autorités de transition militaire au Tchad, sous le silence complice de l'Union africaine. Est-ce que c'est une thèse que vous partagez? Alors, Ousmane Sonko versus Union africaine, quand on sait que son opposant direct, Macky Sall, est président adversaire et président en exercice, donc il aurait été assez difficile qu'il soit en accord ou en symbiose avec l'Union africaine. Bon, maintenant, c'est aller clairement aussi en confrontation avec peut-être le gouvernement actuellement de transition au Tchad, celui du président Mohamed Idriss Déby, alors qu'on aurait espéré, ou du moins on aurait aimé quand même avoir une certaine synergie et cohésion entre deux jeunes leaders politiques quand même. Lui qui dit justement que la jeunesse de Mahamat est sa principale force. Lui qui estime que Mahamat devrait sortir par la grande porte, entre guillemets, voilà, en évitant de commettre la même erreur que certains. En tout cas, sortir pour peut-être revenir, hein, parce qu'il est important de préciser que si ce gouvernement de transition, au sortir de ce dialogue inclusif, arrive à implémenter des élections libres et démocratiques, il n'est pas exclu finalement que Mohamed Idriss Déby se positionne comme candidat et soit élu justement par la force des votes et des urnes, effectivement. Donc c'est pas, je ne vois pas tant en cela mais il y avait une garantie qui avait été donnée, intention quand on dit parmi les revendications de ses opposants à ce dialogue, et on réclame la garantie, on demande la garantie qu'il organise les élections, il s'engage à ne pas être candidat. C'est pas évident. Bon, voilà. Alors, donc on estime qu'il faille laisser tomber la posture de militaire et de se positionner comme civil. Et ça, quand on sait quand même l'engagement de tout militaire, je crois que ce sera compliqué. Ce sera vraiment compliqué pour Mohamed Idriss Déby. Voilà, et avec ce dialogue qui aujourd'hui est vraiment émaillé de beaucoup, mais alors beaucoup de problèmes. Je reste même moment-là. Voilà, justement. Il y avait le patronat, je crois, la semaine dernière, qui déjà menaçait également de se retirer, et qui forcément pourra peut-être rallier ces leaders rebelles qui déjà n'avaient pas acquiescé à ce grand dialogue. Vraiment, il y a de l'eau dans le gaz. Oui, bon, il faut également dire que ces derniers jours, toutes ces parties-là se sont beaucoup offusquées du fait que le siège qu'on ait établi, le siège du parti des transformateurs, que la police ait encerclé le siège du parti des transformateurs. Je pense qu'une fois que c'est levé, ils vont peut-être revenir à des meilleurs sentiments. L'Église et même une partie des associations de défense des droits de l'homme qui ont posé cela comme condition. Maintenant que le siège a été levé, je pense qu'ils vont revenir peut-être à des meilleurs sentiments. En tout cas, on aura l'occasion d'avoir le cornet là-dessus avec Georges-Harry Aladim, qui est le porte-parole du parti Les Transformateurs. Dans un instant, il va nous dire ce qui se passe du côté de N'Djamena en ce moment. Mais pour l'instant, escale info du jour. L'info du jour, c'est une affaire de moutons. J'ai failli dire bonjour caca. Ça tue pas, ça fait pas de mal. On peut se dire bonjour toute la journée, ça fait du bien et ça traduit la politesse. Pas de problème à avoir de l'overdose de bonjour. Bonjour Mouton. Bonjour Kwichu. Alors l'info du jour de ce jour nous conduit du côté du Kenya. William Ruto qui promet de respecter le verdict de la Cour suprême. Eh bien, alors que tout le pays retient son souffle, William Ruto déclaré vainqueur du scrutin par la commission électorale avec 50,49% de voix contre 48,85% pour son rival annoncé dimanche lors d'une cérémonie religieuse à Nairobi, la capitale, qui respecterait la décision des juges du contentieux électoral. Le vice-président kenyan dit vouloir ainsi entrer en harmonie avec les textes régissant, la vie politique de son pays. Il déclare, je cite,
Nous respecterons la décision du pouvoir judiciaire parce que nous sommes un pays fondé sur l'état de droit et le respect de toutes les institutions. C'est la seule façon de rester démocratique. C'est la seule façon de respecter la Constitution pour notre pays et c'est la seule façon pour les citoyens de la République du Kenya d'être égaux. Même son de cloche du côté de son adversaire vendredi. La colistière de Raila Odinga, Martha Karua, a assuré que la coalition pro-Odinga s'inclinerait aussi devant la décision de la Cour suprême reprise. Les élections du côté du Kenya a été toujours, on constate que les élections ont été toujours émaillées de revendications post-électorales. Et les plus meurtrières, en 2007, ont fait plus de 1100 morts et des centaines de milliers de déplacés. Donc c'est ce lundi que la Cour suprême du Kenya rendra son verdict confirmant ou invalidant les résultats de la présidentielle du 9 août dernier contestés par Raila Odinga. Oui, 9 août, nous sommes déjà pratiquement à un mois après cette élection présidentielle du côté du Kenya, élection contestée par Raila Odinga, opposant historique, et est toujours habitué aux défaites. C'est la 5e fois, si c'est confirmé, qu'il sera déclaré perdant après une élection présidentielle. Et donc les deux promettent de respecter la décision de la Cour suprême, le verdict qui tombera tout à l'heure. Oui, alors est-ce qu'on vu de ce qui s'est passé après les élections, après la proclamation des résultats par le président du conseil électoral de ce côté-là, une décision pas unanime, parce que les autres membres du conseil n'étaient pas du tout en faveur de ce résultat-là. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui sortira, vous avez dit, c'est du conseil constitutionnel, je crois bien. Oui, conseil constitutionnel. Alors, est-ce que ce qui sortira comme résultat pourra être accepté par l'une ou l'autre des deux parties, si effectivement ce n'est pas en sa faveur? Alors, est-ce que Raila Odinga est capable aujourd'hui d'accepter le verdict des urnes en sa défaveur? Ça fera la 5e fois. En tout cas, est-ce qu'à son âge, là, il peut encore supporter ça? D'après cette sortie, c'est ce qu'il dit. Maintenant, il a promis de respecter. Entre ce qu'il dit et ce qu'il fera, ou alors ce que ses partisans feront, parce que encore il faut bien comprendre qu'il peut lui être assez difficile de recadrer quand même les partisans de son parti politique. Il n'y a qu'à voir les scènes de chaos qui ont suivi dans l'hémicycle donc de ce conseil qui a promulgué les résultats. Il n'y a qu'à voir les chaises qui se baladaient de partout, des scènes de violence pour comprendre que à un moment donné, même en tant que leader, il est parfois difficile de pouvoir circonscrire un événement dont on a été parfois l'instigateur. On perd totalement le contrôle. Et quand on connaît le Kenya, malheureusement, ce ne serait même pas quelque chose d'assez surprenant finalement. Moi, je crains malheureusement qu'il y ait encore des soulèvements, mais si déjà il y a au moins le leader qui entend montrer bonne foi que d'accepter les résultats, peut-être on peut espérer effectivement qu'il puisse à un moment donné circonscrire des scènes de heurts qui pourraient émailler de ces résultats-là. Mais franchement, c'est assez dangereux. Également que William Ruto va tenir sa promesse, et si les élections, si la Cour suprême décide... En tout cas, il y avait des éléments plus que concrets qui ont permis d'ailleurs que cette requête puisse avoir suite, que d'avoir 4 des 7 commissaires quand même qui se montraient assez pas vraiment dans le sens de vouloir promulguer ces résultats, et qu'on ait quand même pu valider ces résultats-là. Moi, je me dis, finalement, c'est vrai que c'est la 5e fois, mais il y avait quand même de la teneur dans cette requête, et ça mérite qu'on s'y intéresse de plus près. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être prendre Georges Arialadim tout de suite, avant de retrouver la revue de presse et M. Wafo dans les prochaines minutes, pour qu'il puisse nous édifier sur l'état des lieux actuellement du côté de N'Djamena au Tchad, pour revenir justement au sujet de ce jour, parce que le temps nous tient à la gorge, on court derrière le temps. Je propose qu'on prenne plutôt Georges Arialadim, s'il est déjà connecté,
qu'on puisse l'avoir afin d'avoir justement les dernières actualités autour de ce sujet du côté de N'Djamena au Tchad. On se rappelle que qu'il y a quelques jours, l'armée, la police avait interpellé près de 91 militants des transformateurs qui s'apprêtaient, qui sillonnaient les rues, les villes de la ville de N'Djamena pour inviter les populations à ce qu'ils appellent le dialogue du peuple. Ils avaient été accusés de troubles à l'ordre public et incarcérés. Il y avait eu plusieurs vagues d'arrestations, ce qui portait au total près de 270 militants interpellés et incarcérés donc dans les prisons du côté de N'Djamena au Tchad. Et le ton était monté. Les transformateurs qui n'entendaient pas participer à ce grand dialogue national inclusif organisé par les autorités du côté du Tchad, prétextant justement la garantie que le président devait donner quant à sa participation comme candidat à cette élection, aux élections présidentielles à venir, et aussi les nombres des participants qui, ils estimaient-ils, étaient beaucoup plus ceux d'un seul camp, voilà, appartenant à un seul camp de la vie politique tchadienne, et il n'y avait donc pas cette égalité et cet équilibre parmi les participants du grand dialogue national inclusif. Et il y a eu donc ces réactions pendant ce week-end à travers l'Afrique, et notamment celle de Ousmane Sonko. On en parle ce matin avec Georges-Henri Aladim. Est-ce qu'il est déjà en ligne? Pas encore, il n'est pas encore en ligne. Alors on va tout de suite s'intéresser aux unes de ce jour. La une du jour, c'est la revue de presse, bien évidemment avec Kwetu. Pour ce petit tour d'horizon de la presse en Afrique, on va démarrer au Cameroun, où aujourd'hui 5 septembre 2022, lundi est donc jour de rentrée, et c'est justement ce titre, hein, année scolaire, ça repart. Cameroun Tribune donc titre sur cela, voilà, année scolaire, ça repart ce 5 septembre. Le Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, donc qui ce matin fait un tour d'horizon sur ce grand départ pour l'année 2022-2023 pour ils seront ou du moins ils sont ce matin donc sur le chemin de l'école sur l'ensemble du territoire national. Environ 6 millions d'élèves, relate donc Cameroun Tribune dans cet article que vous pourrez lire en pages 16 et 17, qui revient donc sur les préparatifs qui ont précédé ce grand événement, comment les ménages ont pu apprécier ce retour vers les bancs avec ce contexte qui a été marqué par l'inflation de part et d'autre. En tout cas, c'est un petit round-up magazine que vous propose ce matin, donc Cameroun Tribune du côté du Cameroun. À la suite du Cameroun Tribune, le journal Le Messager qui lui titre également sur la rentrée scolaire, mais s'intéresse notamment à la situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Nozo, péril sur la rentrée scolaire. C'est donc cela la une du Messager ce matin, qui rappelle qu'en dépit du déploiement de l'armée et les assurances notamment de l'administration et du gouvernement, du côté du nord-ouest et sud-ouest, les séparatistes annoncent une fois de plus que les écoles vont rester fermé. Voilà, un article donc à lire dans les colonnes du Messager, parution de ce 5 septembre 2022. Après le Cameroun, on s'en va du côté de la Côte d'Ivoire avec le site abidjan.net qui titre dans cet article « Côte d'Ivoire, arrivée à Abidjan des 3 soldates ivoiriennes libérées par les autorités maliennes ». Voilà. Une information qui a fortement été relayée de par la Côte d'Ivoire, et voilà, c'est une actualité donc à lire dans les colonnes d'Abidjan.net qui précise que les 3 soldats du groupe des 49 militaires ivoiriens qui étaient détenus au Mali ont donc été libérés et sont arrivés samedi dernier à Abidjan, et voilà, c'est un article à lire dans Abidjan.net. Allez,
On poursuit cette revue des grandes unes avec aluidainfo.com du côté donc du Tchad, qui dans cet article daté de ce matin titre "La police libère les militants des transformateurs". Voilà, un sujet qui rejoint assez celui que nous évoquons ce matin. Donc les militants des transformateurs arrêtés donc ces derniers jours par la police ont été libérés ce lundi matin, a donc confirmé le leader du parti transformateur, le docteur Success Masra. Voilà, une information donc confirmée et qui revient d'ailleurs sur quelques propos de ce leader, notamment où il dit: "Je vous annonce la plus grande libération de la nation. Personne n'arrêtera cette lutte. Rien ne nous arrêtera. Le monopole était devenu sans objet. Aujourd'hui, le monde entier le sait." Voilà, quelques propos donc à lire du docteur Success Masra dans cet article d'aluidainfo.com. Pour sortir de cette revue des grandes unes, avec malijet.com, voilà, qui titre donc dans cet article: "Le procureur de la République donne des précisions à la libération de 3 soldats du groupe des 49 soldats ivoiriens inculpés." Vous pouvez donc avoir dans cet article le communiqué, du moins une copie du communiqué donc du cabinet de monsieur le procureur de la République, qui notamment dans ses propos liminaires précise: "Le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée informe l'opinion publique nationale et internationale que le cadre de la procédure d'information judiciaire ouverte pour des faits de crimes d'association de malfaiteurs, d'attentats et complots contre le gouvernement, d'atteinte à la sûreté nationale de l'État et de détention, port et transport d'armes de guerre et de complicité et des crimes contre les nommés Kwasi Adam Sani et 49 autres interpellés le 10 juillet 2022 à l'aéroport international président Modibo Keïta de Bamako, Sino. Le juge d'instruction en charge de la procédure a sur avis favorable du parquet accédé le 31 août 2022 aux demandes de remise en liberté formulées par trois des inculpés, les nommés Bagayoko Awa, Bamba Sita et Bledou Kanga et Badou Adel, a ordonné donc main levée des mandats de dépôt décernés contre elle. Voilà, vous avez donc le nom de ces 3 soldates ivoiriennes qui ont été libérées, et ce communiqué est notamment daté du 3 septembre dernier, on était samedi, et qui confirme cet article que nous avons susnommé notamment d'Abidjan.net, qui revenait sur la libération de ces 3 soldats. Voilà. Sur ce, on va mettre fin à cette une première de la semaine, et voilà, à demain encore pour d'autres grands rendez-vous de l'information. Merci ma chère Kouetiou. On se retrouve dans un instant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, avec cet élément au téléphone au bout de la ligne, monsieur Noubissi Wafo, et peut-être aussi Georges Arialadim, porte-parole du mouvement Les Transformateurs de Success Masra, qui va revenir sur l'état des lieux qui prévaut en ce moment du côté de N'Djamena au Tchad après la libération, parce que là nous avons confirmation, il va nous en dire plus dans quelques instants. Le temps pour nous de nous intéresser à un tour d'horizon de l'actualité avec le flash d'information qui intervient dans quelques secondes avec la ravissante et la très scintillante Inès Bala, qui va nous retrouver sur ce plateau pour la suite. Notamment, et je précise que d'ici à la fin de l'émission nous aurons les buzz porteront sur le nouveau maillot des Lions indomptables du Cameroun, présenté par One All Sport, l'équipementier désormais. Il faudra s'y faire. Des Lions indomptables du Cameroun qui a présenté, One All Sport, présenté le nouveau modèle, maillot d'entraînement et autres équipements. On aura l'occasion d'apprécier cela avec des images que nous avons prévues pour vous aujourd'hui, quelques réactions sur la toile, bien évidemment, au sujet de cet équipementier et ce nouveau maillot des Lions indomptables du Cameroun. Inès Bala, qui n'est pas encore avec nous. Elle sera là dans quelques secondes. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Il faut appeler M. Wafo, je crois que c'est ça. Il faut joindre M. Wafo pour qu'on puisse échanger sur cette question relative au Tchad, bien évidemment. On va prendre M. Wafo au téléphone.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on parle ce matin, si vous nous trouvez sur maintenant, on parle du Tchad, avec notamment le grand dialogue national inclusif qui avait été suspendu le week-end dernier. Nous avons information selon laquelle les manifestants et les partisans du parti Les Transformateurs interpellés et emprisonnés ont été libérés ce matin. On devrait en parler avec Monsieur Georges-Henri Aladim. Alors je rappelle le contexte pour ceux qui nous retrouvent seulement maintenant au Tchad. Le dialogue national inclusif a été suspendu le week-end dernier et programmé pour reprendre ce lundi dans un contexte de siège du parti d'opposition, les Transformateurs, encerclés par les forces de l'ordre depuis jeudi jusqu'à la levée hier dimanche soir. Le parti Les Transformateurs qui boycotte le dialogue national inclusif et propose le fameux dialogue du peuple entendait organiser samedi un meeting, mais on avait été empêché. Plusieurs centaines de militants avaient été interpellés et emprisonnés depuis jeudi pour certains. Djibril Bassolé, facilitateur pour le compte du Qatar, sera le seul à accéder au siège des Transformateurs depuis vendredi matin, date à laquelle la police bloquera les accès au bâtiment. Samedi soir, l'ancien ministre burkinabé des Affaires étrangères échangera avec le leader de ce parti d'opposition, Success Masra, qui réaffirmera que la levée du blocus et la libération sans condition de ces militants emprisonnés restent les préalables avant toute discussion. C'est dans ce climat de tension qu'à travers une déclaration diffusée samedi soir, les représentants de l'Église catholique, par la voix de l'évêque Wenge Bani Martin, annonceront qu'ils suspendent leur participation au dialogue, qui n'en est pas un d'après eux, car ayant des allures et des relents de campagne électorale de la part du pouvoir en place, les associations de défense des droits de l'homme poseront aussi un ultimatum si l'armée ne lève pas, d'après eux bien sûr, son siège autour des locaux des Transformateurs. Elles ne seront pas présentes à la reprise de ce dialogue prévu ce lundi. Et à l'échelle africaine, on l'a tantôt dit, cette situation ne l'aura pas laissé indifférent, par exemple, des figures importantes de la scène politique africaine, comme Ousmane Sonko, leader de l'opposition au Sénégal, qui dénoncera ce qu'il appelle la panique des autorités de transition militaire, installées, dit-il, par la France, sous le silence complice de l'Union africaine. Les autorités irritées de voir le succès du dialogue du peuple initié par Success Masra soit plus populaire que le grand dialogue national, snobé, dit-il encore, par la majorité du peuple. Ousmane Sonko qui ira plus loin en réclamant la cessation des activités, des exactions, la libération des détenus politiques et la levée du blocus contre Success Masra et ses camarades. Des appels qui, semble-t-il, auront trouvé un écho favorable auprès du président Mahamat Idriss Déby Itno, car après des heures d'échange hier dimanche entre le ministre d'État, conseiller du président de la République Abakar Manani et le président des Transformateurs, Success Masra, ainsi que certains de ses collaborateurs, il a été convenu de la levée du siège du parti Les Transformateurs intervenu hier soir. Et bien sûr, on vient d'apprendre la libération du côté de N'Djamena, des prisonniers interpellés il y a quelques jours dans le cadre des marches, dans le cadre des manifestations, invitant les populations à rejoindre le grand dialogue du peuple. On devrait en faire le point ce matin avec le porte-parole des Transformateurs et conseiller du président, M. Georges-Henri Aladim. Et bien sûr, on va avoir M. Debussy Wafo au téléphone, notre consultant permanent, pour analyser cette situation et surtout l'implication, les pressions internationales, notamment avec les figures de l'opposition africaine qui ont également réagi par rapport à cette situation. Est-ce que ces réactions-là ont pesé de tout leur poids pour la libération de ces prisonniers et la levée de siège du parti des Transformateurs? On en parle dans quelques instants. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il est 11h passé de 25 minutes. Tout de suite, c'est le moment du flash d'information avec Inès Mbala, en langue française, et on revient dans un instant. Le flash avec Inès Mbala, c'est pas avec moi, c'est avec Inès Mbala, bien évidemment, mesdames, messieurs. On va tout de suite retrouver Inès Mbala. On revient dans un instant.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce flash d'information en langue française. Débutons du côté du Mali. Les autorités de la transition malienne ont libéré à titre humanitaire 3 militaires féminins ivoiriens faisant partie des 49 interpellés en début juillet à Bamako et détenus au Mali. L'annonce officielle a été faite le samedi 3 septembre 2022 à Lomé, à la faveur d'un point de presse conjoint réunissant ainsi les ministres des Affaires étrangères du Togo et du Mali et le directeur du cabinet du président ivoirien. Le Togo, dont la main a été fortement mise, a par ailleurs remercié les différents acteurs impliqués dans le processus et en appui à sa médiation et a surtout réaffirmé sa disponibilité ainsi que sa détermination à œuvrer pour un dénouement heureux. Les discussions sont en cours pour donc très rapidement les autres militaires en détention puissent être libérés, a par ailleurs précisé le chef de la diplomatie togolaise, Robert Doucet. Et puis parlons de toute autre chose, au Bamo, 19 civils ont été tués dans une attaque par des islamistes Chebab radicaux sur une route du centre de la Somalie. Selon les responsables locaux et les chefs de clan, au moins 8 minibus et camions de passagers circulant sur une route entre les villes de Belet-Mouena et Maza ont été interceptés, regroupés et même incendiés, tuant à leur passage plusieurs personnes. Les assaillants ayant été élevés, plusieurs autres personnes dont le sort a donc été inconnu. Et pour rappel, en août dernier, les forces de sécurité et les combattants locaux ont annoncé qu'ils avaient repris plusieurs villages auparavant sous le contrôle d'Al-Shabaab. Et depuis 2007, ce groupe radical mène une guerre contre le gouvernement fédéral soutenu par la communauté internationale. Et puis sortons par là de l'autre côté du monde, plus précisément en Allemagne. Le gouvernement va débloquer 65 milliards d'euros en faveur du pouvoir d'achat et envisage même, après de laborieuses négociations au sein de la coalition d'Olaf Scholz, de remettre la contribution des profits exceptionnels des entreprises énergétiques. Le social-démocrate a donc tenu jusqu'à samedi soir des négociations marathon avec ses partenaires écologiques et libéraux pour donc finaliser ce plan attendu depuis plusieurs semaines. Mesdames, Messieurs, voilà qui met fin à ce flash d'information. La suite, c'est avec vous, For You Télévision. Et bien voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bon retour après ce flash d'information en langue française. C'est avec Inès Bala. On va tout de suite retrouver monsieur Noubis Sibafo. C'est notre consultant permanent dans cette émission. Il va analyser pour nous cette actualité du côté du Tchad, du côté de Djamena, après la libération de ces prisonniers interpellés dans le cadre des manifestations du Parti des transformateurs. C'était la semaine dernière et une situation qui aura peut-être impacté sur cette tenue du grand dialogue national inclusif. Monsieur Noubis Sibafo en ligne. Allô, allô, bonjour. Allô? Allô? Bonjour et bienvenue sur For You Télévision ce matin, monsieur Noubis Sibafo. Merci, bonjour, monsieur Kwakat. Bonjour à tes collaboratrices que sont la Queen Pechou et Maputo. Bonjour aux techniciens, bonjour aux nombreux téléspectateurs des médias de For You Média. Merci, monsieur Noubis Sibafo. Ce matin, nous mettons le cap sur le Tchad, sur Djamena précisément, où se tient le grand dialogue national inclusif depuis quelques semaines. Un grand dialogue qui a été émaillé par des arrestations des militants du parti Les Transformateurs la semaine dernière, eux qui proposent une autre alternative, à savoir le dialogue du peuple. Les militants de Soucis Masra qui ont été interpellés et on nous fait savoir ce matin qu'ils ont été libérés. Le siège du parti avait été encerclé par des forces de l'ordre pendant plusieurs jours et les transformateurs qui réclamaient comme condition pour prendre part notamment à ce dialogue, justement, la libération de l'intégralité de leurs militants. Et on a assisté aussi à la levée des boucliers à travers l'Afrique, notamment des figures de l'opposition au Sénégal, Ousmane Sonko, monsieur Noubis Sibafo. Est-ce que vous pensez que ces levées des boucliers, ces réactions des leaders africains auront joué
un rôle important dans la libération et la levée du siège du Parti transformateur? Bon, est-ce que cela va jouer un rôle important, la levée du siège et la libération des prisonniers du parti politique des transformateurs de Succès Mara? La question sera posée, mais au regard de l'histoire du dialogue inclusif organisé par le Conseil national de transition au Tchad, au regard de cette histoire et même des événements que traverse ce dialogue-là en ce moment, il est permis d'en douter. Je voulais vous rappeler que une composante importante de l'opposition armée avait boudé ce dialogue depuis Doha au Qatar. Je voudrais rappeler que le 28, alors que le présidium avait été désigné, présidium d'ailleurs dirigé par Gali Ngata, il y a eu des discussions qui ont abouti à l'arrêt des travaux. Beaucoup des délégués ne voulaient pas de ce présidium-là. Et je rappelle que les travaux étaient suspendus à l'occasion et devaient simplement reprendre aujourd'hui. À la suite de cela, le premier, c'est-à-dire jeudi, les transformateurs ont envahi les rues de la capitale N'Djamena pour convaincre un certain nombre de personnes de participer à une manifestation, à une grande manifestation contre ce que Para qualifie de monologue et que la junte au pouvoir considère comme un dialogue inclusif. Donc il faut déjà dire que le dialogue en lui-même a un certain nombre de problèmes. D'abord parce qu'il n'est pas aussi inclusif que ça, j'ai évoqué tout à l'heure. Le refus d'une partie importante de l'opposition armée de faire partie de ce dialogue. J'ai évoqué le refus des transformateurs. Il faut savoir que les transformateurs font partie d'un groupe de partis politiques et d'organisations de la société civile, c'est-à-dire une grande coalition. Et c'est cette coalition-là qui, depuis le début, boude, appelant même le pouvoir à arrêter immédiatement le dialogue, ce que eux ils appellent, ce que Succès Mara appelle le monologue, pour se joindre à ce que lui il appelle le dialogue du peuple. C'est dire que quand on connaît la rigidité et la fermeté de Massa, appuyé par d'autres opposants africains, jeunes comme lui, à l'instar de Ousmane Sonko, il n'est pas évident que le simple fait que le siège ait été levé et que des prisonniers ont été libérés soit le déclencheur de sa participation. Parce qu'il y a quand même des préalables qui avaient été posés. Et il me semble que ces préalables-là ne sont pas satisfaits. Mais il faut surtout relever que Succès Mara n'a que 39 ans. C'est-à-dire que c'est un homme qui est très jeune et qui draine avec lui une majorité, je veux dire, la quasi-totalité de la jeunesse tchadienne qui constitue la frange la plus importante de la population. Il sait donc qu'il pèse d'un poids politique certain et il va s'appuyer sur ce poids politique-là pour davantage faire reculer le pouvoir de Mahamat Idriss Déby Itno et pousser ce pouvoir-là à obtenir ou alors à faire davantage de concessions pour rendre le dialogue beaucoup plus consensuel. Je voulais relever que la particularité que ces jeunes opposants, parce que au Sénégal, il a son parlement qui s'appelle Ousmane Sonko, la particularité qu'ils ont
c'est qu'ils sont jeunes et qu'en fonction de leur âge, ils sont coupés d'une certaine éducation de la France-Afrique et que pour cela, ils sont extrêmement intransigeants sur des causes nationalistes et panafricanistes. Et c'est donc avec ces gens-là qui n'entendent plus se laisser marcher dessus ou se laisser mener à bateau, c'est donc avec cette nouvelle catégorie d'hommes politiques, de jeunes hommes politiques africains, beaucoup plus déterminés, beaucoup plus engagés, qu'il faudrait désormais compter. Et avec cette catégorie-là, les petites ruses, les petites roublardises de la politique politicienne de l'ancienne époque passeront de moins en moins. Avec ces jeunes-là, les tours de passe-passe et tricheries qui caractérisent jusqu'ici les dictatures francophones en Afrique auront désormais de la peine à prospérer. Alors, donc, monsieur il y a que les prisonniers ont certes été libérés, mais ça me surprendrait que cette seule raison-là motive Success Paras à rejoindre les 1400 autres délégués qui prennent part à ce dialogue depuis le début et qui va s'achever officiellement le 20 septembre. D'autant que même sur les personnes qui avaient été arrêtées jeudi, il y avait une polémique au niveau du Nord. Vous vous souvenez que le pouvoir, c'est-à-dire les responsables de la sécurité au Tchad, parlaient de 94 personnes arrêtées, et dans un communiqué qui avait été publié par Success Paras, il faisait allusion à 91 personnes qui avaient été arrêtées. Donc vous voyez que cette seule guerre de chiffres, à elle seule, peut être une pomme de discorde qui davantage radicalise le succès de Paras. De toutes les façons, je l'ai dit que c'était pas, je ne vois pas clairement pourquoi est-ce que la libération des prisonniers ce matin, précédée par la levée du siège du parti qui était quadrillé par les forces de la police depuis jeudi, soit le déclencheur véritable de la participation sur cette phase-là à ce dialogue organisé par le Conseil national de la transition. Alors, monsieur Dubuisson, on va peut-être vous sortir en quelques mots ce matin sur cette question avec vous. Est-ce que la libération, finalement, aujourd'hui, qui intervient il y a quelques minutes seulement, de ces différents prisonniers, et aussi la levée du siège du Parti des transformateurs, intervenu hier soir, n'est pas quand même une manifestation de la volonté de décrispation et même de pacification du climat politique actuellement au Tchad par les autorités de transition? On peut le dire, Renaud, mais on peut se demander si la junte militaire avait véritablement le choix. Vous savez, dans un contexte de dialogue qui ne fait pas l'unanimité, dans un contexte de dialogue qui est fragilisé par le boycott d'une partie importante de l'opposition armée et d'une partie extrêmement importante de l'opposition civile, je rappelle que les transformateurs, ils sont dans une coalition composée de partis politiques et d'organisations de la société civile. Je rappelle qu'à côté, il y a des religieux qui ont menacé eux aussi de quitter les débats. Est-ce que dans un tel contexte, c'était encore valable? Ou alors est-ce que ça faisait des affaires de la jeune pouvoir de continuer à museler Success Paras et à garder prisonniers ces militants? Je pense que ça aurait davantage détruit ce dialogue, et c'était que pour sauver l'essentiel que le jeune président Mahamadé a fait cette concession-là à Success Paras en libérant les prisonniers des personnes qui avaient été interpellées jeudi, et en levant le siège des bureaux des transformateurs qui étaient quadrillés par les forces de l'ordre depuis pratiquement jeudi, au prétexte qu'il y avait l'ordre public et non respect des exigences en matière de manifestation publique.
Voilà. Merci, monsieur Doubissi Wafo, et rendez-vous demain pour un autre sujet sur lequel vous allez réagir dans cette émission. Portez-vous bien. Merci et voilà. À vous, Renaud. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Au revoir et à demain. Et bien voilà, monsieur Doubissi Wafo, consultant permanent de cette émission, qui réagissait sur la situation du côté du Djamena au Tchad. Et tout de suite, on va mettre le cap sur plusieurs capitales africaines à travers le tour d'horizon de l'actualité en langue anglaise. C'est le flash d'information et c'est signé Fotso. C'est tout de suite. Ladies and gentlemen, thanks for joining us over For You Television. The news brief this morning is in the West Africa, precisely in Mali, where the Togolese authorities have announced on Saturday, 3 September, the release of the Ivorian female soldiers detained in Mali since July. The 3 soldiers were released on humanitarian grounds and are part of a group of 49 Ivorian soldiers detained in Bamako since July 10th. Togo has been mediating the crisis between Mali and Ivory Coast. Discussion are now focused on the release of the remaining 46 soldiers. In Somalia, at least 19 civilians were killed in an attack by radical Shabab Islamists on a road in central Somalia on Friday night. According to local officials and clan leaders, at least 8 passenger minibuses and trucks traveling on a road between the towns of Belwin and Maxas were intercepted, bundles set on fire, killing 3 passengers. The attacks are said to have abducted several other people whose fate remains unknown. And now in Rwanda, the genocide suspect Venan Rutenga and Beatrice Munyenyesi are set to return to court this month for the continuation of the hearing of their cases in substance. Both hearings will take place on September 19. Rutunga is being tried by the High Court Chamber for International and Cross-Border Crimes in Nyanza, while Munyenzi is being tried by the Intermediate Court of Yui. Munyenyezi, 52, is charged with counts including committing genocide, planning of genocide, complicity in genocide, incitement to commit genocide, extermination as a crime against humanity, and complicity in rape. We go into Germany to close this page of news brief to say that the Germany has announced a 65 billion euros package of measures to ease the threat of rising energy costs as Europe struggles with scarce supplies after Russia's invasion of Ukraine. The package, much bigger than 2 previous ones, will include one-off payments to the most vulnerable and tax breaks to energy-intensive businesses. Energy prices have soared since the February invasion, and Europe is trying to win itself of Russian energy. We have come to the end of this news brief appointment over For You Television. I am Jay Futso. Thanks for watching. Et bien voilà, nous sommes de retour après ce flash d'information avec notre cher Fotso. On va tout de suite retrouver 2 invités sur ce plateau. C'est la rentrée scolaire, bien évidemment. Et puis, on parle de rentrée scolaire, on parle d'établissement à la hauteur pour assurer à vos enfants une éducation, une formation de qualité. Raison pour laquelle nous avons sur ce plateau 2 communicants d'une école de la place. Il s'agit de la Fondation Tualeu. La Fondation Tualeu avec 2 personnages très importants de ce côté-là. Il s'agit notamment de Monsieur Colomb Patrick et de Madame Asso Evelyne, à qui on dit bonjour et bienvenue sur ce plateau. Welcome, good morning. Welcome. How are you? Monsieur Patrick Colomb, bonjour. Bonjour et bienvenue également. Alors vous êtes sur ce plateau pour communiquer au sujet de cet établissement, la Fondation Tualeu. Alors, d'entrée de jeu, qu'est-ce que la Fondation Tualeu? Qu'est-ce qu'on peut en dire ce matin? Déjà, j'aimerais dire bonjour à tous les nombreux téléspectateurs de For You Télé et apporter également une correction. J'aimerais dire d'entrée de jeu que la Fondation Tualeu n'est pas une école, mais c'est une tripartite de 3 écoles primaires, maternelles et bilingues. D'accord.
une de nos écoles situées à la Nouvelle-Cité, Baudouin-Michel, l'école bilingue La Citadelle à Ndorbon et l'école Les Petits Mignons à PK9. Donc c'est ce package-là qui fait de ça la fondation Tchoaleu. Voilà, alors la correction vaut son pesant d'or. C'est important de préciser justement que cet établissement, c'est un grand groupe constitué de 3 entités et voilà, ça fait le charme également de cette fondation. Alors pourquoi les parents doivent-ils envisager amener leurs enfants à la fondation Tchoaleu? Can you tell us why parents have to bring their children in your school? Yes. First of all, I would like to say a very big thank you to the Radio House for you. I would also like to say thank you to all those that are watching right now. Well, I will talk about the foundation, actually, the advantages that we can have in the foundation. First of all, the foundation, Fondation Tchoaleu, is a school that is meant of the bilingual, the Anglophone section, and the Francophone section. Actually, it is based at Nouvelle Route Cité, Baudouin-Michel. We have another one at Citadelle, and we also have another one at PK9, that's Petit Mignon. Also, the school has been there for 30 years now, since 1992, which is actually something very honorable to present. It means we are a school of quality, a school of standards, and a school of a lot of reliability. Yeah. So first of all, we have young and qualified, talented teachers, very dynamic, eager to learn, and ready to receive. Always smiling. Always ready to receive, because a teacher must be ready to learn, because stopping to learn is stopping to teach. So if you stopped learning, it means you are not ready to teach anymore. So, pour traduire, avant de vous laisser continuer, c'est-à-dire qu'il y a des enseignants qui continuent à apprendre pour pouvoir enseigner. C'est important d'apprendre, donc voilà, de recevoir encore le savoir pour pouvoir également le dispenser. Exactement. Voilà, d'accord. Alors c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Alors, on va s'intéresser cette fois-ci aux démarches que la Fondation entreprend pour aider les élèves à développer leur vie sociale. Quelles sont ces démarches-là? Premièrement, je vais revenir un peu sur ce qu'a dit ma collègue. À la Fondation Tchoaleu, nous formons à 3 niveaux. Nous formons les enseignants, nous formons les parents des enfants et nous formons également les tout petits. La démarche que nous entreprenons pour... Excusez-moi. Oui. La démarche que nous entreprenons pour le social des enfants, c'est que nous avons d'abord une administration forte à la tête de notre fondation, Madame Amboussiakat, à qui j'ai dit un bonjour, qui grâce à elle nous permet d'aller au-delà même de la fondation. Ça veut dire qu'il y a un suivi particulier des enfants même hors du cadre de la fondation. Ça veut dire que nous avons une équipe sur pied qui est chargée uniquement de ce suivi, où quand un enfant rentre, elle peut arriver à la maison pour chercher à savoir quelles sont les difficultés que les parents rencontrent quant à leur insertion sociale au sein de l'établissement, par exemple. Les difficultés liées également à la dispensation des cours, à la compréhension des cours, c'est très important. Tout cela, justement, un volet social qui permet également à l'enfant, au-delà de la dimension purement scolaire, de s'épanouir également au sein de cet établissement, ce groupe, comme vous l'avez si bien dit. Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus dans les prochains jours, dans les jours à venir, du côté de la Fondation Tchoaleu? What can we expect from you there at the Fondation Tchoaleu? Actually, in the future, next days. In the future to come, actually, our foundation is more based into personal development. That's artistic education. That's to actually permit a child to be self-employed, to be self-independent. That's actually children go into trades whereby they can fabricate some certain things that they can use to sell, to live to their day-to-day life. Yes, that's one of the advantages that the school has. Oui. Yes. On permet aux enfants de développer. Oui, allez-y. Et j'aimerais ajouter
ajouter un peu de l'eau au moulin. En fait, les prospectifs à venir, je n'aime pas trop parler de ça parce que ce sont des secrets de la fondation. Mais j'aimerais dire déjà que dans les années à venir, la fondation Tuale est déjà en train d'entrer en partenariat avec des écoles étrangères. Ça signifie quoi? Ça signifie que un enfant qui peut commencer chez nous à la maternelle et finir son cycle primaire, s'il veut continuer à l'étranger, alors nous, à la Fondation Tuale, nous pouvons lui canaliser et lui permettre de poursuivre ses études à l'étranger. Oui, ça s'ajoute à ce que Madame disait tout à l'heure, justement qu'on permet, on permettra aux enfants, pas seulement d'acquérir des formations scolaires, mais aussi, pourquoi fabriquer dans la fabrication pour se débrouiller, faire des petits métiers au-delà de la vie scolaire. Maintenant, on sait que la rentrée scolaire au Cameroun intervient dans un contexte de grève, de boycott, entre guillemets, des enseignants. Et vous nous dites que de ce côté, à la Fondation Tuale, la rentrée scolaire n'a pas de colère. La rentrée scolaire n'est pas en colère chez nous. En fait, c'est une expression à la camerounaise, la colère. Chez nous, tout au contraire, la rentrée scolaire est très douce. Pourquoi est-ce que j'ai dit qu'elle est très douce? D'entrée de jeu, je vous ai dit que nous avons une administration forte. Et à la tête de notre administration, Madame la fondatrice, Ambousiaket, épouse de Tuale, a pris toutes les dispositions pour que le corps enseignant, le corps administratif, que tout le monde soit satisfait. Donc c'est pourquoi il serait difficile pour nous à la Fondation de parler des grèves. Puisque chez nous, tout le monde est content, tout le monde est à l'aise, ça veut dire qu'il n'y a pas moyen de parler des grèves à la Fondation Tuale. Voilà, quand les poches sont pleines, quand la bouche est pleine, quand on respire, voilà. On peut dire. Allez, merci à vous d'être venus sur ce plateau. Patrick et Evelyne, merci d'être venus sur ce plateau communiqué. Pour le groupe, la Fondation, vous avez dit que c'était un groupe constitué de 3 entités. Il y a une école... Baudouin-Michel à la Nouvelle-Cité. Oui, c'est à la Nouvelle-Cité. Donc il y a une école primaire, il y a la maternelle et il y a... C'est école primaire et maternelle. D'accord, voilà, bilingue. Bilingue. Voilà, c'est bien. Merci d'être venu sur ce plateau. On vous retrouve certainement dans les prochains jours. Vous, à la maison, vous allez retrouver dans les prochaines minutes la grande équipe de la rédaction centrale pour le point sur l'actualité, le grand journal bilingue, bien évidemment, à partir de midi. On se retrouve demain lorsqu'il sera 10h passé de 45 minutes pour revoir l'actualité. Portez-vous bien et bonne journée. Bye bye.